le troisième atelier, c'est le paysage et les déplacements. Donc, pour cet atelier, nous avons 4 intervenants. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de remettre des gens en permanent qui vivent à l'année dans des communes et tout ça, qui puissent travailler, ça c'est sûr. Mais il y a un point qui est important, c'est quels sont les moyens de locomotion qu'on leur met en place. Moi, comme vous le savez, j'exerce en 74, plus précisément sur la commune de Megève. Et dès que je suis devenue élue de l'Orne, je me suis immédiatement impliquée sur une initiative qui était sur la vallée de l'Arve, la pollution de la vallée de l'Arve. On le sait, les vallées sont polluées. La vallée de l'Arve, ça part de Bonneville, voire même Annemasse, ça va jusqu'à Chamonix, et il y a beaucoup de pollution. Et comment on met ça en place pour dépolluer? Quels sont les moyens qu'on met en place? Quelles sont les perspectives? Mais en même temps, ces moyens, les utiliser pour leur permettre de justifier de l'emploi permanent. Parce que l'emploi permanent, c'est pas axé uniquement sur le tourisme. On se rend compte que la neige disparaît. Et donc, les communes qui ont surfé uniquement sur cet espace touristique doivent se positionner économiquement différemment. Et donc, ça va passer forcément par la mobilité, par la mise en place d'une mobilité plus bas carbone, plus douce. Et ça, c'est à l'échelle même d'un département, d'une région, que ça se réfléchit, avec également les élus. Donc, pour nous rejoindre dans cette table que j'animerai avec ma consoeur, qui est la trésorière de l'Ordre des architectes, Christine Quentin, les sous, c'est elle. Nous avons Nicolas Aymar, qui est maire des Souches. C'est un repas, c'est un mousse. Oh là là! Oula! Autant pour moi! Non, la mère des Souches, non, pas tout à fait. Excusez-moi. Donc, voilà, excusez-moi, je me perds. Guillaume Délu, maire de Saint-Maurice. Romuald Chasseur, directeur régional des ventes chez Montagne et Neige Développement. C'est un peu les téléphériques. Et puis, notre confrère Emmanuel Ritz, architecte chez Atelier Ritz Architecture, qui a travaillé beaucoup préalablement avec les maires. Donc on va commencer par M. Édouard, Nicolas, parce que tu as une posture intéressante. Et avant tout, je voulais voir avec toi... on va faire un parallèle justement avec Bourg-Saint-Maurice et puis le territoire de Servoz. Donc, quel type d'habitants vous avez sur votre commune? Permanents, saisonniers, touristes, résidences secondaires, c'est quoi la proportion et les problématiques que vous rencontrez? Alors, d'abord, bonjour. Merci pour cette invitation. La commune de Servoz est une de ces communes balcons de la vallée de Chamonix et de la vallée de l'Arve, plus globalement, qui a connu ces 30-40 dernières années une dynamique démographique relativement importante, puisqu'en 40 ans, la population a doublé. Et si on considère que ce petit micro-bassin de vie dans la vallée de Chamonix intègre une partie de la commune des Souches, c'est pour ça qu'on fait la confusion, avec les hameaux du lac et la plaine Saint-Jean, elle a quadruplé en 40 ans, la population locale. C'est une population essentiellement formée de résidents principaux, de résidents année, qui vit maintenant de l'économie touristique de cette vallée de Chamonix. Je dis maintenant parce qu'effectivement, jusqu'à juste une quarantaine d'années, l'économie de Servoz s'était aussi tournée localement sur l'agriculture et sur les dimensions rurales, mais c'est beaucoup tourné sur Passy et sur les activités plus industrielles du bas de la vallée. Clairement, pour le coup, l'aménagement routier de la RN 205 du viaduc a bouleversé la donne, à la fois augmentant les prix de Chamonix en termes fonciers, notamment à destination des secondaires et du tourisme, et a du coup favorisé finalement un décalage progressif de la population du haut vers le bas, des Servoz, parce que un petit coteau assez ensoleillé, voisin de Passy justement, très loin
de la station classique qui s'appelle Pellegou, juste en dessous, en réalité géographiquement, à un côté assez sympathique de village relativement patrimonial, où on pouvait accéder à du foncier, à des vieilles fermes, pour le coup relativement intéressantes, il y a encore une quarantaine d'années. Depuis, évidemment, les choses ont un petit peu changé. La pression foncière est importante. On est en minimum à 350 € du mètre carré non construit et à 5, voire 6 000, voire parfois 7 000 € du mètre carré construit. Et les dernières propositions de vente de certains des spéculateurs, en tout cas, des gens qui souhaitent valoriser leurs biens, peuvent aller jusqu'à 10 € aujourd'hui. Donc on a effectivement une population principalement permanente, on a encore 35% de résidents secondaires, ce qui paraît très peu par rapport à ce secteur, qui est énorme par rapport au reste de la France, puisque quand on parle de résidents secondaires et de communes avec des résidents secondaires en France au niveau national, on commence à réfléchir à 5 voire à 10% de résidents secondaires. Et donc, dans notre secteur, on est largement couvert. Et puis, effectivement, les flux qui vont plutôt sur le haut de la vallée, même si on a évidemment, comme tout le secteur, une montée croissante du nombre de frontaliers. C'est-à-dire que l'industrie, les emplois de l'industrie sont moins dynamiques qu'avant, le décolletage reste un secteur dynamique, et l'attractivité en termes d'emploi, c'est évidemment sur le bassin de Genève et sur Genève en particulier. Monsieur vous, pareil, vous avez un contexte géographique, une population de plus en plus permanente. Et là, on va pouvoir commencer déjà à aborder c'est quoi la situation géographique de votre territoire au niveau, parce que c'est plusieurs petites communes, enfin, pas communes, villages, hameaux, qui se regroupent autour de Bourg-Saint-Maurice. Comment vous avez mis en place cette mobilité pour ces gens qui vivent à la ville, qui travaillent, et quels sont les enjeux futurs, qu'est-ce qui vous freine? Alors déjà, je suis un peu jaloux parce que j'ai vu qu'il y en a qui pouvaient avoir des diapositives, et moi je ne peux pas en mettre. Et pour vous expliquer la complexité d'un territoire comme Bourg-Saint-Maurice et les Arcs, sans images, ça va être compliqué. Comme vous le disiez Manon tout à l'heure, il y a un bourg centre donc avec la gare, et la station des Arcs, c'est 40 000 lits touristiques. C'est la 5e mondiale en termes de nuitées touristiques, donc c'est vous dire un peu l'ampleur de la pagaille que l'on peut avoir le week-end, sachant qu'on a Tignes et Val d'Isère qui sont pas loin non plus. Donc forcément des gros flux absorbés, des gros flux touristiques. Mais également, et on en parle depuis tout à l'heure, des gros flux pendulaires tous les matins, tous les soirs, avec des gens qui vont au travail en station, sur les Arcs, Tignes et Val d'Isère, et avec ce phénomène dont on parlait tout à l'heure. Je voulais juste faire un petit truc avant. Est-ce que vous vous êtes rendu compte de la révolution intellectuelle qui est en train de se passer dans les stations? Tout à l'heure, on a nos amis de TIC qui disent bon, bah nous, on arrête, on arrête le ZAN, ça nous va très bien. À Bourg-Saint-Maurice et les Arcs, on a été élus sur un programme dont un des axes majeurs était le moratoire sur les constructions touristiques nouvelles. En gros, fin de partie, on arrête de construire pour le tourisme et on réserve le terrain pour les constructions, l'habitat permanent. C'est une vraie révolution intellectuelle qui est en train de se passer en haute parenthèse avec ces grosses stations. Et ce qui est intéressant, c'est de voir l'alignement qu'on a. Tignes, vous n'êtes peut-être pas la 5e station mondiale, mais vous n'êtes pas mal non plus. Voilà, Tignes, les Arcs, voilà, je pense que Val d'Isère est en train aussi d'aller sur cette position-là. Donc, juste pour vous dire, vous architectes, et ça fait écho à ce que disait votre collègue tout à l'heure, vous allez devenir un peu des médecins de la réhabilitation, etc. Si on revient à la mobilité, donc des flux importants tous les jours, alors nous on a une énorme chance. On a nos prédécesseurs dans les années 80 qui ont pensé à un outil absolument phénoménal qui s'appelle le funiculaire, qui transporte des gens entre Bourg-Saint-Maurice et les Arcs 1600, donc c'est ce qu'on appelle un ascenseur valéen. Alors c'est génial quand ça fonctionne. C'est-à-dire que moi je suis élu depuis 2020 et en plein été 2020 on dit ah il y a des trucs bizarres quand même sur le funiculaire. Alors je sais pas si vous savez déjà ou pas, mais 15 millions. 15 millions pour réhabiliter cette infrastructure qui avait une trentaine d'années. On a tout fait, hein, des fondations jusqu'au rail.
Les rails, maintenant, avec le réchauffement climatique, ça se dilate en été, c'est l'enfer. Les fondations, la montagne bouge d'1 centimètre par an, l'infrastructure à 30 ans, je vous laisse faire le calcul. Donc, mais c'est un outil formidable, et ne serait-ce que cet hiver, on a transporté 700 000 personnes, 700 000 voyageurs avec cet outil entre le haut et le bas. Alors, qu'est-ce que nous, on a fait commune là-dessus? Eh bien, on est en train de transformer cette remontée mécanique en transport en commun. Et une des premières choses que l'on a fait, c'est qu'on a divisé le tarif par 3. On est passé de 15 € l'aller-retour, donc vous êtes 4, faire un aller-retour, 60 €, vous vous dites, je vais prendre la voiture. Donc on est passé de 15 € l'aller-retour à 5 € l'aller-retour, et on offre le funiculaire pour ceux qui viennent d'en train. Puisque vous le savez, pour nos destinations touristiques, le transport, c'est 57% du bilan carbone. Et juste après, il y a l'hébergement. Donc l'hébergement est important, mais si on veut agir, et en plus on a de la chance, on peut agir à assez court terme là-dessus, eh bien il faut agir sur le transport. Petit aparté touristique, je sais qu'on travaille aussi sur les mobilités du quotidien, mais petit aparté touristique, les ARC arrêtent la promotion sur les vols long courrier. Enfin, arrêtent les promotions pour ceux qui viennent en avion, quoi, en gros. Donc on arrête d'aller chercher des Chinois ou des Coréens ou des Brésiliens en leur disant de venir aux ARC. Pour nous, c'est une aberration énergétique et écologique, et donc on se focalise sur les marchés de proximité, c'est-à-dire la France, la Belgique et l'Angleterre. Alors c'est sûr que les Anglais, des fois, ils viennent quand même en avion, mais l'impact est quand même moins. Donc, ce funiculaire, on divise le prix par 3, on étend les horaires d'ouverture. Il attaque de 7h30 du matin à 21h le soir, avec une nocturne de temps en temps à 23h, et on étend ces périodes d'ouverture. Et donc, à partir de l'été prochain, enfin dès cet été, il ouvre les week-ends de juin, et à partir de l'été prochain, donc 2024, il ouvrira du 15 juin au 15 septembre. Donc, ce qui fait à la fois un outil de mobilité et un outil d'attractivité touristique. Quatrième point, pour cet été, eh bien, on l'offre l'été à tous les piétons, comme outil de mobilité, donc offert tout cet été. Alors vous allez me dire, mais tout ça, ça coûte cher. Bah oui, mais c'est comme ça qu'on utilise l'argent du ski. On flèche, on demande à notre délégataire de remontée mécanique, on lui dit ok, tu veux augmenter les forfaits, mais tu nous payes le funiculaire, et tu le mets à un tarif compétitif, et tu l'ouvres quand on te demande de l'ouvrir, et tu l'ouvres. Voilà. Ça s'appelle de la politique. Et donc je pense que là-dessus on a quelque chose de très intéressant, c'est de voir que quand il y a de l'offre, quand on donne la possibilité aux habitants et aux visiteurs d'être acteurs de la mobilité, ça fonctionne. Mais forcément, il faut, comme disait mon collègue maire de Saint-Gervais, il faut avoir une vision, une trajectoire, un objectif. Et l'autre point, c'est tout ce qui est la politique des navettes, puisqu'il n'y a pas que le funiculaire. Et donc sur Bourg-Saint-Maurice, il y a des navettes à l'année qui servent à tout le monde, qui sont gratuites aussi. Et sur les arcs également. Donc vous pouvez venir en vacances, vous pouvez venir habiter, vous pouvez venir en villégiature, le tout en mobilité alternative et à un coût relativement raisonnable. Voilà, je crois que j'ai fini. Je crois savoir aussi que vous avez un regret, que ça va rejoindre aussi la problématique qu'on a ici sur la région de Haute-Savoie. C'est cette mobilité douce à travers les trains pour rejoindre Saint-Maurice en période hivernale. Wow, c'est génial depuis Paris. Mais hors période, c'est plus compliqué. Mais je crois savoir que vous êtes au niveau, en tout cas, du département, vous êtes peut-être un peu plus en avance que la Haute-Savoie, hein, Nicolas? Tu peux nous en parler? On peut en parler si tu veux. Oui, pour compléter mon propos et aller un peu dans la comparaison avec la haute parenthèse, c'est vrai que sur la haute vallée de l'Arve, c'est-à-dire sur la vallée de Chamonix, on bénéficie du Mont-Blanc Express, qui était finalement là aussi un ascenseur valléen avant l'heure, puisqu'il a plus de 100 ans, et qui permet effectivement du Fayet, de la gare du Fayet, d'aller jusqu'à Martigny, mais en tout cas au moins jusqu'à Valorcine. Et évidemment, il a été historiquement l'enjeu du développement touristique de Chamonix, avec ce train qui est aujourd'hui un TER,
qui fonctionne, qui coûte une petite fortune à la région et aux partenaires locaux, mais qui reste effectivement un enjeu assez fort de notre dessert. La question de la mobilité dans la vallée de Chamonix, elle est importante, au-delà du Cervos en tant que telle, elle reste effectivement assez déterminante pour à peu près les mêmes raisons, même si Chamonix n'est pas une station intégrée, on est un périmètre qui, en pleine saison touristique, cumule à plus de 110 000 habitants sur la journée, et donc si on ajoute à ça quelques excursionnistes, quelques dizaines de milliers d'excursionnistes parfois, par des grandes manifestations, forcément ça devient effectivement assez difficile à gérer. Donc la question de la mobilité, elle a été, je dirais, assez structurée, nous, dans un syndicat mixte qui était celui de la Haute-Vallée de l'Arve, qui maintenant est devenu une compétence, la compétence du sport est devenue une compétence de l'autonomie des communes, donc à 4, Cervos, Lizouche, Chamonix et Lorcine, et favorise effectivement depuis plusieurs années la gratuité des transports, à la fois sur le bus qui font la liaison entre les communes, et puis de navette, sur le modèle qu'on peut trouver par ailleurs. Ces enjeux-là, ils sont évidemment intéressants parce que d'une certaine façon, c'est ce qu'on appelle le dernier kilomètre. Donc s'il n'y a pas de dernier kilomètre, il n'y a pas de premier kilomètre, et puis il n'y a surtout pas de possibilité d'attirer vraiment des touristes parce que si on arrive dans une station ou au pied d'une station et qu'on a ses équipements de ski ou de montagne, si après il faut marcher pendant des heures ou porter son matériel et ses valises, ça paraît évidemment moins intéressant. Le problème finalement, c'est pas ce dernier kilomètre. Il peut encore être largement amélioré et nous avons tous des idées, des solutions pour le faire et également mieux l'intégrer, je crois, dans l'enjeu du paysage, parce que je crois que c'est aussi un point à intégrer dans ce débat et dans cette table ronde. Mais la question, Isabelle qui veut prolonger sur ça, c'est bien la liaison finalement entre nos vallées de montagne et les grandes capitales. Et de penser différemment finalement l'offre touristique et l'offre de mobilité, l'offre de transport, au-delà de ces réflexions sur les derniers kilomètres, qui sont finalement une condition sans doute, mais effectivement trouver des vrais partenariats avec les grands opérateurs du transport. La SNCF, ça va sans dire, mais peut-être d'autres. Les compagnies italiennes démontrent notamment qu'elles sont tout à fait compétentes. Et puis on connaît le niveau de service en Suisse ou en Autriche notamment. Je sens que les services allemands se dégradent un peu ces dernières années, notamment pour des réseaux d'infrastructures ferroviaires. On voit aussi, et c'est un point qui moi m'intéresse particulièrement, mais plutôt en tant que président du SCOT du Mont-Blanc, c'est que quand on veut jouer collectif, on y arrive. La parenthèse l'a démontré, sous l'impulsion notamment de la compagnie des Alpes et des acteurs, les communes et les intercommunalités ont participé au retour de l'Eurostar notamment, au retour des trains à grande vitesse, qui permettent effectivement de desservir de façon beaucoup plus intelligente et durable leur territoire. Nous, la particularité de la Haute-Savoie, ce charme aussi sans doute, et on l'a bien entendu sur les débats précédents, c'est qu'on a quand même encore tendance à réfléchir à l'échelon communal, parfois à l'échelon intercommunal, mais parfois au-delà de l'échelon intercommunal, on a du mal à voir ce qui se passe. Et qu'effectivement, vu la loi L'Homme, qui a organisé les autorités de transport en 2019, eh bien, beaucoup de compétences sont aujourd'hui à la région, très peu ont été conservées à l'échelon intercommunal ou à l'échelon local, et ça ne favorise pas justement cette vision d'ensemble, cette vision territoriale des transports sur notre périmètre. C'est sans doute aussi des différences avec la Savoie, parce qu'effectivement ici, il y a une autre histoire de stations effectivement village, de stations de moyenne montagne pour accès à la haute montagne, et une réflexion aussi de politique, je dirais, plus institutionnelle, qui est assez différente entre les deux départements. On sait, d'une certaine façon, un peu tragiquement en ce moment, puisque les deux départements travaillent un peu moins ensemble qu'ils l'ont fait précédemment. Et sur cette question de transport, je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre de la Savoie, même si tout n'est pas parfait, il y a beaucoup de choses à faire. Je regarde avec amitié mon collègue de Saint-Maurice, mais c'est vrai que pour le coup, on est assez défaillant, et étonnamment pourtant, on a des flux quotidiens, notamment avec les travailleurs frontaliers, qui sont d'une intensité exceptionnelle, qui font qu'on est en fait un grand pôle métropolitain autour de Genève, et qu'on ne réfléchit pas suffisamment à cette interaction entre Genève, le Grand Genève, qui s'étend plus facilement finalement dans sa réflexion stratégique autour du lac Léman, que du lien avec finalement tout le sillon alpin, et évidemment avec la vallée de l'Arve, d'Almas jusqu'à Chamonix, ou Megève, pas sur Arles.
et qui effectivement, je pense que sur cette question de la mobilité, c'est pourtant déterminant. Donc, je plaide qu'on y réfléchisse assez fortement au niveau du SCOT, mais aussi effectivement sur l'ensemble de la vallée de l'Arve, ce qu'on ne fait pas autrement. D'ailleurs, j'aperçois M. Payet. Justement, moi je suis plutôt favorable à ce téléphérique qui est mis en place depuis le Fayet, parce que je pense que ça peut ouvrir des perspectives pour la commune de Saint-Gervais de faire venir un logement permanent, des gens qui vivent à l'année, qui peuvent travailler à Genève. Genève, c'est 200 000, ils aimeraient avoir 200 000 personnes en plus en emploi, mais ils ne peuvent pas les héberger. Et c'est vrai que le fait de bien développer cette liaison avec, par exemple, la mise en place de ce téléphérique va permettre également de faire venir des nouvelles familles pour développer des villages et pas axer uniquement sur le tourisme. On va dire que c'est anticiper un peu le futur de la commune, qui peut être profitable également pour les communes environnantes. Et en effet, je trouve que c'est une piste intéressante. Quand on vient de Megève, il y a peut-être des gens qui seraient très intéressés de vivre complètement à l'année et d'avoir une mobilité plus facile, plus aisée pour redescendre dans la plaine, pour ensuite aller travailler sur Genève. Mais on a quand même la chance d'avoir pas mal de lycées, d'infrastructures. Alors historiquement, on le sait, en Autriche, en Suisse, on a une mobilité qui est à la base plutôt desservie par une commune du type Bourg-Saint-Maurice, qui va, à partir de là, on laisse la voiture et on va directement dans la station de ski, le village de ski, on y est pour la pratique sportive, un équipement touristique. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on a convié M. Chasseur, parce que oui, des tire-fesses, des choses comme ça, mais en fait, vous intervenez également sur d'autres projets de mobilité douce. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour accompagner les élus, les SCOT, pour justement désengorger, régler un peu ces problèmes de pollution qui sont liés à des habitations permanentes ou touristiques, pour qu'on soit plus bas carbone, et en étant plus bas carbone, on préservera mieux notre paysage de montagne et le changement climatique, à mon sens. On va ajouter simplement une petite question. Pour rajouter un petit peu à ce débat sur les mobilités douces et sur l'importance des transports, sur l'aménagement des territoires, on a souhaité vous convier pour nous expliquer un petit peu la façon dont nos territoires voisins accueillent cette mobilité douce et quelles sont les dynamiques politiques et les volontés d'aménagement à long terme du territoire, les différences chez nos voisins qui peuvent nous apprendre beaucoup pour l'aménagement de nos territoires. Bonjour à tous, merci de m'avoir convié en tant qu'industriel de la montagne. Donc le groupe MND n'avait pas forcément raison d'être ici avec vous si on était resté sur notre activité historique et le déclenchement d'Avalanche. Donc effectivement, on était un petit peu hors sujet. Mais le but de l'entreprise familiale à Montmélian, c'est une entreprise familiale qui a une vingtaine d'années, c'est effectivement d'amener aux élus et aux destinations de montagne des solutions globales pour rendre la montagne attractive. La faire vivre, forcément, au départ, c'était l'hiver, puisqu'il y a maintenant, on ne se posait pas tellement la question on commençait à se la poser, mais peut-être avec des œillères. Et désormais, effectivement, on a des solutions pour que la montagne vive toute l'année, avec des activités type 4 saisons, même si le terme est galvaudé ou abusé. Et effectivement, autour de ça, après le déclenchement de l'avalanche, la montagne a besoin d'être accessible. Et donc, on a au sein de l'entreprise le transport par câble. Alors, le transport par câble a effectivement démarré plutôt dans la montagne et dans l'exploitation du ski. Vous l'avez dit, aussi bien pour nos voisins suisses. Alors moi je m'occupe aussi depuis Chambéry des marchés suisses, espagnols, italiens, andorrans. Même si on est voisins et qu'on est aussi, on va dire, proches dans nos activités et dans notre façon de
vivre à la montagne, il y a beaucoup de diversité. On voit effectivement que si on va vite, les pays latins que sont la France et l'Espagne, je mets en dehors un petit peu entre parenthèses, on n'a pas forcément un centre de gravité politique tourné vers la montagne. Et qu'effectivement, une fois qu'il fait beau, on l'a vu cet hiver en fin de saison, dès qu'il a fait beau, tout le monde est parti à la plage plutôt que de s'intéresser à la montagne. Et effectivement, l'Autriche ou l'Italie du Nord et la Suisse sont vraiment des pays de montagne, de longues décennies d'aménagement de la montagne, et qui n'ont pas vu du tout comme un frein le transport par câble, mais plutôt comme une chance et une opportunité. Et si vous vous déplacez sur le Valais, qui est très proche de chez vous, alors moi je suis de Villard-de-Lans, donc c'est dans l'Isère, donc c'est plus loin. Mais par contre, effectivement, vous allez dans le Valais, vous avez ces petits funiculaires agricoles de partout, souvent privés. Vous avez des petits téléphériques agricoles, privés aussi, mais vous avez aussi des téléphériques pour, alors qu'on appelle ascenseur valéen, c'est un terme qu'on utilise bien en France depuis quelques années, sur le vôtre, le funiculaire qualifié d'ascenseur valéen. Il y a beaucoup de projets d'ascenseur valéen tout autour de l'arc alpin. Il y en a aussi dans les Pyrénées, il ne faut pas oublier les Pyrénées, qui sont aussi impliqués avec des reliefs encore plus accidentés et plus isolés que les nôtres, avec des vallées plus étroites et toujours en perpendiculaire de l'axe de la montagne. Donc il faut souvent redescendre à Lourdes, redescendre à Toulouse pour remonter de l'autre côté. Donc on a aussi des grosses contraintes relief de ce côté-là. Et c'est vrai que la Suisse et l'Italie du Nord, le sud Tyrol, pour eux c'est absolument pas un problème de faire un téléphérique pour désenclaver un hameau ou quelques hameaux pour que les enfants aillent à l'école. Et c'est vrai que de mettre en place un bus scolaire pour nous c'est naturel. Je dirais pas que ça allait pour tous ces villages-là, mais c'est vraiment un réflexe que le Valais a mis en place. Je pense que vous connaissez mieux que moi pour les Hauts-Savoyards. Donc nous on travaille pas mal avec le canton de Vaud, avec le canton du Valais, avec le canton, avec la province autonome et autonome à tout son sens du Sud Tyrol, autour de Bolzano, avec ces besoins-là, alors qui peuvent être économiques, donc comme je vous ai dit, mettre en place de l'attractivité touristique, mais c'est aussi utilisé par les habitants au quotidien. On a un projet à l'étude sur la petite commune d'Evolène, toute proche de Verbier. Donc Verbier, je crois qu'on ne peut pas faire mieux, après Crans-Montana, Châtes et Verbier, je crois qu'on a le trio gagnant en Suisse. Et on a mis, ils ont lancé le projet, effectivement, de mettre en place un téléphérique qui ne sera là que pour le matin, le soir, à midi, et faire transiter les enfants de l'école, les saisonniers qui habitent dans le petit village d'Evolène et qui traversent la vallée très étroite, sinon c'est 20 km, avec un fond de vallée accidenté, avalancheux parfois, l'hiver, et le téléphérique, bon, c'est un investissement, comme vous l'avez dit, avec de l'entretien, de la maintenance, mais on sait aussi, alors on a peu de recul sur la France en termes du total cost of ownership, en bon français, donc sur 30 ans, combien coûte en investissement et ensuite en opération. La partie ascenseur valéen, puisqu'il y en a peu. Par contre, on a fait pas mal d'études sur l'urbain. Alors, vous connaissez sûrement la télécabine de Toulouse. Les études ont été très claires, il y avait 3 km à faire, traverser un fleuve, des zones d'habitation, il y avait aussi des zones agricoles à survoler, une université. Et si on le faisait par la route, c'était 250 millions d'euros. Et ça a été choisi de le faire câble par câble. C'est pas MND qui l'a fait, c'est Aubin, le leader français. Et c'était 75 millions. Donc effectivement, des fois le calcul est quand même relativement facile à faire. Alors forcément, il n'y a pas que des avantages, mais il y a aussi des inconvénients dont on pourra parler peut-être un peu tout à l'heure. Mais il y a aussi à regarder ce qui se passe dans l'urbain. On peut aussi regarder en bas. Même si la remontée mécanique est née dans la montagne, finalement l'urbain se l'approprie et l'exploite, et avec des taux de disponibilité dont vous pourriez rêver, de 99%. C'est toute la journée, il n'y a pas de saisonnalité, c'est toute la journée, c'est toute l'année.
Et ça, on peut aussi, sur des lieux stratégiques, du Fayet jusqu'à la Saint-Gervais, Saint-Maurice-les-Arcs, ça peut être des réflexions à mettre en place. Et il n'y a pas que des investissements à 75 millions. Il y a des investissements à 2-3 millions qui permettent de désenclaver quelques hameaux et de faire vivre une école et de faire en sorte que les habitants habitent dans ce petit hameau, ce village, parce que l'école peut survivre. Est-ce que vous pensez, messieurs les maires, qu'il y a une véritable politique d'aménagement du territoire qui peut être pensée dans un modèle économique, c'est-à-dire on a nos villages, les communes, on se rend compte que s'il y a un manque de neige, elles vont devoir changer drastiquement leur économie, mais leur schéma économique, qui était axé essentiellement sur le tourisme, qui a fait vivre tout le monde, on ne va pas cracher dessus. Donc il va falloir repenser différemment à long terme, les élus se doivent de penser à long terme différemment la structure de leur village pour la rebalancer éventuellement économiquement différemment que uniquement axe touristique, hivernal, dans la Savoie. Est-ce que cette mobilité douce peut être un facteur de développement à envisager sur le long terme pour permettre une mobilité pour aller travailler avec, rejoindre un autre pôle d'économie à long terme? Avant de répondre à la question, je voulais revenir sur la faisabilité économique. Et je crois que Hubert Didier Laurent de Ting ne me contredira pas. Les stations de Tarentaise approchent les 50 ans et leur parking avec. Tu me dis si je me trompe de chiffre, mais tu m'avais dit 30 millions pour rénover les parkings. 30 millions qui sont mis dans leurs 12 millions dans les 5 ans. Voilà. Donc vous voyez finalement un ascenseur valléen qui desservirait peut-être Ting et Val d'Isère, même s'il y en a pour 80 millions d'euros. Si on enlève ce coût des parkings, de l'entretien, c'est l'enfer. En plus, les normes, je ne vous dis pas le bazar qui va arriver avec. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas se poser la question d'aller sur une mobilité sans voiture, avec les problèmes énergétiques dont on connaît? Je ne sais pas s'il y a des fans de Jean Covici ici. Hein? Bon, je pense que voilà. Alors, il peut être clivant, hein, mais au moins il a le mérite de poser dans les grands médias nationaux ces problématiques énergétiques. Et pour le coup, le gros avantage du transport par câble, c'est que c'est un des moins polluants, ça c'est une chose, mais c'est surtout un des moins énergivores. Et ça c'est très important, c'est-à-dire que pour chaque kilo de matière transportée, alors ça peut être de l'humain ou du fret si on veut, eh bien c'est celui qui va dépenser le moins d'énergie. Donc voilà, soit dit en passant. Revenons à la question des opportunités économiques. Effectivement, si nous sommes ici avec vous aujourd'hui, c'est parce qu'on est bien conscient que la mono-économie du ski, elle n'est pas vertueuse pour nos territoires à l'avenir. Je m'explique. Le ski, on ne peut rien faire sans. Nous, au Tarentaise, on est perfusé au ski. Perfusé, donc on parlait tout à l'heure sur les projets immobiliers, on voit que les grandes stations internationales mettent un stop à cela. Mais il faut voir de l'avant, effectivement, la diversification de nos territoires est une des clés. Alors, diversification, c'est pareil, hein, des fois on est un peu dans l'incantatoire, mais on se rend compte quand on a des vraies qualités. Et il est aussi, moi, Charlot, il est concentré. Mais c'est vrai que je parlais hier, on était au salon Alpipro. Vous voyez, Alpipro, c'est pas vraiment le même public qu'aujourd'hui, c'est câble et poulie, moi j'appelle ça. Et je parlais de territoire à haute qualité de vie. Je pense que là où on est aujourd'hui, Saint-Gervais, ça en fait partie largement. On voit bien que le cadre est absolument fantastique. Et effectivement, on a en nous ces pépites qui sont des vrais territoires à haute qualité de vie et qui permettent justement de se projeter pour des couples, pour notamment des personnes en villégiature, les jeunes retraités, on en a de plus en plus. Alors j'ai rien contre eux, hein, mais clairement ils ont un pouvoir d'achat plutôt élevé et ils ont plus trop d'enfants en bas âge. Donc voilà, on a quand même ces qualités qu'il va nous falloir
qu'il va nous falloir maîtriser justement pour amener du monde. Par contre, les croissances de 3 à 4% de population, j'y crois pas trop, puisqu'il y a également un phénomène dont on n'a pas parlé pour l'instant, c'est le phénomène de décohabitation, ou du fait des séparations et autres accidents de la vie, voilà, on a besoin de plus de logements pour un même nombre de personnes. Pour revenir à l'aspect économique, donc voilà, on a un cadre idéal pour travailler. Maintenant, on a aussi énormément de facilités, on a des espaces de coworking qui marchent très bien, mais il y a besoin de deux fondamentaux, l'habitat, on en a parlé tout à l'heure, la mobilité, et effectivement le fait de pouvoir se déplacer facilement, c'est aussi des pistes cyclables, on n'en a pas parlé, mais dans l'aménagement de la ville, c'est extrêmement important. Il y a de plus en plus de personnes à vélo. Je voyais tout à l'heure, il y avait une dame avec sa petite carriole, voilà, c'est pas des phénomènes nouveaux dans les villes. Chez nous, petite bourgade de montagne, il y a 4 ans, c'était de la science-fiction. On voit que c'est quelque chose qui est de plus en plus pris en compte, et un rééquilibre dans la voie du public, c'est-à-dire on enlève de la place pour la voiture. Des fois c'est un petit peu compliqué. Hein. J'ai l'air sûr de moi là devant vous, mais des fois j'enlève 3 places de parking, j'ai peur du goudron et des plumes. Mais à la place on met de la digitalisation, on met de l'espace piéton. Et je pense que c'est ce qui va faire cette haute qualité de vie avec ce haut niveau de service qu'on peut avoir en montagne, grâce justement, on parlait tout à l'heure de l'économie du ski, qui permet en partie de financer tout ça. Dernier mot pour Nicolas, parce que je sais qu'il a quand même le bras assez long. On a vraiment besoin de l'État, parce que c'est l'État qui permettra de rassurer tous les acteurs qui permettent de mettre en place justement ces solutions de mobilité douce, que ce soit Ascension-Valais ou autre. Je dois dire que, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a eu un projet de Funiflène, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui a malheureusement capoté pour des raisons X ou Y, ça je n'en sais rien. Par contre, ça a mis un coup d'arrêt à tous les autres projets. Il y a 2 ans, tout le monde avait envie, avait des projets plein les mains. Nous, en Haute-Tarentaise, on a un projet de relier Tignes et Val d'Isère aussi de manière décarbonée, peut-être sous la forme d'un ascenseur à mer. Tout le monde a peur. Personne ne veut y aller, malgré le plan montagne qui avait été annoncé en 2021 à Bourg-Saint-Maurice. Voilà, tout le monde a peur, et ça, j'ai envie de dire, il faut redonner confiance. Et donc ça, je m'adresse à toi, Nicolas, pour donner confiance en les politiques, en les aménageurs de domaine skiable, avec les industriels, parce que on se regarde tous, on dit on n'y va pas, ça va coûter cher, etc. Voilà, donc redonner la confiance. Je vais essayer de répondre déjà à la question de Joël sur les enjeux économiques. Je crois qu'ils sont absolument déterminants, cette question économique. Même si la configuration des stations de Savoie, et Jean-Marc Pellex le rappelait tout à l'heure, est un peu différente, à quelques exceptions près, on dirait à 3 exceptions près, différente des stations de 2e, 3e, 4e génération de Tarentaise et en partie de Maurienne. Sur la Maurienne centrale, c'est aussi un peu différent sur la haute Maurienne. On a une histoire qui est une histoire touristique plus ancienne, avec des lieux effectivement historiquement de villégiature et avec une configuration urbaine, même si elle a évolué, qui reste globalement celle de village, avec un patrimoine qu'on retrouve plutôt finalement dans les grands sites de villégiature. Je pense à la côte basque, ou à la côte de Méditerranée, ou à la Normandie. On a là un patrimoine, on voit bien Saint-Gervais, un patrimoine qui nous rappelle ces années-là. Ces années d'entre-deux-guerres, d'avant la Première Guerre, où effectivement il y avait une vision du tourisme qui n'était pas du tout la même. Et finalement, c'est un peu ça qui doit nous inspirer. Guillaume parlait de villégiature. Je crois que c'est la base de la reconquête en termes d'attractivité de nos territoires de montagne, de nos territoires à vocation touristique, qu'ils soient classés station ou non. C'est effectivement cette idée de qualité de vie. Et cette qualité de vie, elle ne passe pas aujourd'hui sans des capacités de travail. On a finalement dans beaucoup de nos communes très peu de bureaux. On a de plus en plus d'espaces de coworking, effectivement. En tout cas, ça se développe beaucoup. Je ne sais pas, on en a quand même quelques-uns un peu partout. On a encore très peu de tiers-lieux, alors que la France entière a développé des tiers-lieux, qui sont finalement cette nouvelle façon de travailler, et qui peuvent mélanger culture, travail, hébergement et des réflexions. Je sais que Fortin, sur ma commune, dans la communauté de la Chironie, c'est pas le projet le plus simple à monter, c'est pas le projet le plus évident à défendre, parce qu'effectivement le réflexe économique il est touristique chez nous.
Or, aujourd'hui, à mon avis, on a besoin de consolider cette économie touristique par une vraie diversification économique et de s'intéresser à l'économie tertiaire, mais aussi à la petite industrie, de l'outdoor notamment, de l'image, de l'art, de l'artisanat, de la transformation alimentaire, du bien-être. On a beaucoup d'exemples, et pour le coup, là encore, le Valais donne pas mal d'exemples intéressants, avec notamment la fondation ZIARC et ses différentes déclinaisons un peu partout qui créent des chaînes de création de valeur, justement, sur quelques atouts identifiés du canton du Valais. Bon, ceci étant dit, tous ces atouts, cette valorisation d'atouts n'est possible, c'est le cas en Suisse, que s'il y a une mobilité particulièrement intégrée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer que les centres de décision se font chez nous. On sait bien que les centres de décision continueront d'être dans les grandes métropoles. On a aussi un intérêt ici, c'est que finalement on est aussi au centre d'un grand triangle, d'un grand carrefour. On est un carrefour de grands pôles métropolitains, évidemment Lyon, pas si loin, Lyon, je l'évoquais tout à l'heure, mais Lyon, Turin sont à 2h, 2h30. Voilà, on est encore un peu loin de Paris et peut-être encore plus, sauf en avion, c'est pas tout à fait le moyen de voyager est préférable aujourd'hui, mais de Londres ou autres, on se souvient qu'effectivement un certain nombre de Britanniques ont pris la décision il y a quelques années, ils sont, pour beaucoup d'entre eux, restés pour vivre ici parce qu'ils pouvaient quand même aller travailler grâce à Genève, à Londres la semaine et revenir le week-end et les familles vivaient ici. Beaucoup de Scandinaves qui habitent dans le secteur ont aussi fait ce choix parce qu'il y a la mobilité, que chez eux c'est une tradition pluricentenaire, voire millénaire, de voyager un peu partout. C'était un peu plus violent autrefois, ça allait encore certaines nuits dans certaines démonstrations, mais pour autant, cette mobilité, elle doit nous inspirer aussi dans une façon de voir le monde un peu différente. Et donc, il n'y aura pas de dynamique économique, de diversification économique, il n'y a pas de réflexion globale sur la mobilité, ça va faire. Sur la question globalement posée sur la question des ascenseurs aériens, effectivement, c'était un des 3 volets d'ingénierie du plan Avenir Montagne, qui a été porté sur l'exemple de pas mal de stations pyrénéennes, de pas mal de projets dans les Alpes du Nord, voire dans les Alpes du Sud, de se dire qu'on a un vrai besoin de réflexion et d'accompagner les études en cours. Certains semblaient mûrs, effectivement, s'avèrent ne l'être plus. D'autres sont apparus entre-temps, il faut féliciter pour le coup Jean-Marc sur les 2 projets qu'il porte sur sa commune. Il y a aussi d'autres réflexions portées à l'échelon intercommunal du Pays du Mont-Blanc ou par exemple aussi du Val-Montjoie. On voit bien que la question de la mobilité elle est pluriforme. Il y a des équipements qui nous permettent de faire fort de derniers kilomètres, mais aussi un certain nombre de techniques de mise en place et que le plan Avenir Montagne, c'est 100 projets soutenus sur l'ingénierie mobilité, eh bien, a quand même effectivement pu investir à hauteur de 10 millions d'euros sur l'accompagnement de ces différents projets. Donc il y en a certains qui ont besoin effectivement de maturer, il y en a qui sont des petits projets, il y en a des plus gros, mais ce qui est certain, c'est que ces projets-là, il ressort un élément assez conséquent, c'est qu'il faut qu'ils soient travaillés au bon périmètre. Certains peuvent être portés à l'échelle communale et avancer comme ça. D'autant plus si le maire a la volonté décrite par certains de mes collègues tout à l'heure, et qu'il a les appuis effectivement à des échelons plus pertinents. Mais pour beaucoup, s'ils ne sont pas portés à l'échelon pertinent, ils n'avancent pas. On peut s'interroger sur effectivement cette réflexion déjà ancienne, de savoir s'il peut y avoir une liaison entre Annecy et les Arabiques. Ça fait des années qu'on en parle, ils travaillent toujours. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas non plus de structure pour porter. Il n'y a pas de territoire constitué, même si certains anciens maires aussi y ont réfléchi. Pour le coup, aujourd'hui, il n'y a pas effectivement de structure qui peuvent le porter. Malheureusement, le département n'a pas la possibilité de prendre cette compétence. Je pense qu'à mes yeux, c'est regrettable. La loi que je citais tout à l'heure, la loi L'Homme, ne le permet pas. La région est parfois un peu lointaine sur ces questions-là, notamment notre grande région. Bon, à voir. Mais on voit bien qu'il y a un problème de gouvernance de ce type de projet qui sont structurants. Et puis il y a une gouvernance publique, celle que j'évoquais, qui est sans doute multipartenariale, entre plusieurs niveaux, multiniveaux comme on dit, mais elle est aussi entre public et privé. Et je pense, les expériences des uns et des autres, et moi je ne parle pas que de l'expérience de la vallée de Chamonix, c'est que cette libre circulation qui doit encore évoluer pour densifier justement la destination de la population permanente et faire un vrai maillage de transport public à la hauteur justement de cette circulation qu'on veut aujourd'hui, on le désire tous d'ailleurs, en
en termes de transition écologique, eh bien, elle n'est possible que si les acteurs privés s'investissent à côté de la collectivité. Et s'il n'y a pas aujourd'hui un partenariat à différentes formes, il y en a plein, que ce soit dans le cadre des DSP ou que ce soit autrement, les versements de mobilité, on ne pourra pas réussir à atteindre le niveau financier, le niveau budgétaire nécessaire, voire indispensable pour avoir la capacité d'avoir des mobilités à la hauteur de ce qu'on attend, c'est-à-dire à des niveaux quasi urbains, métropolitains. Et que si les partenaires privés, quels qu'ils soient effectivement les exploitants de remontée localité, mais pourquoi pas aussi les hôteliers ou d'autres acteurs économiques ne s'impliquent pas à côté des collectivités, ça ne sera pas possible. Donc cette logique du transport, de la mobilité, elle doit être pensée évidemment à vocation touristique, on l'a dit, mais aussi à vocation du déplacement de domicile-travail, à vocation aussi effectivement d'irriguer le territoire dans sa totalité. Je crois que c'est une des clés sur laquelle il faut travailler. C'est à la fois ce côté multiniveau en termes institutionnels, peut-être revenir sur certains aspects de la loi LOM, ou en tout cas l'assouplir dans son application. Et puis de l'autre côté, effectivement, réfléchir, trouver l'ingénierie, parce qu'elle est technique, juridique, parfois complexe, parfois fragile, justement de partenariat entre les acteurs publics et les acteurs privés qui permettent de soutenir ce genre de procédure, parce que sinon on n'aura jamais vraiment de transformer. Quand on parle de transport doux, à un moment donné, on amène la voiture pour arriver à ce transport doux. Et donc, on a convié à cette table Emmanuel Ritz, architecte, mais il correspond bien à ce que nous, au niveau de l'ordre, on aimerait qu'il arrive auprès des élus, c'est que l'architecte soit bien plus en amont sur le paysage, sur la réflexion du paysage, donc notamment quand on met une mobilité douce, quand cette mobilité douce, certes, il faut l'implanter, il faut qu'elle s'intègre dans le paysage, il faut stocker les voitures, et donc je vais passer, parce que moi j'ai adoré ce que tu nous as présenté, c'est cette réflexion par rapport à Val Thorens, je trouvais ça très judicieux, et ça montre aussi que le geste architectural pour implanter des garages, par exemple, des fois ça fait peur, mais en fait ça peut se faire et ça peut parfaitement s'intégrer. Merci, bonsoir à tous. Alors, je crois que j'ai 4 minutes pour présenter 80 diapos. Monsieur le maire, je suis désolé, j'ai le droit à 80 diapos. Je me mets pour faire signe à Isabelle pour lui dire les diapos prochains, d'accord, ce sera plus simple. Voilà, pardon. Donc oui, Emmanuel Ritz, architecte, urbaniste, basé à Chambéry, ça fait 30 ans que je travaille sur les moutons à 5 pattes de montagne, y compris à Saint-Gervais avec M. Payex sur le Vue du Goûter. Lorsque l'ordre m'a invité, j'ai trouvé très intéressant de poser cette question. Architecte, acteur essentiel des territoires, et j'ai, je pense, de nombreux confrères dans cette salle qui sont comme moi des rêveurs, des chercheurs, et des gens qui demandent que ça. On les invite à réfléchir à la problématique du territoire. Moi, j'ai cette chance d'avoir pu très très tôt être dans cette niche de la problématique du territoire. Ça a commencé avec le Bergerac-Bourget, et ainsi de suite. Et alors, là, je vais aller très vite, puis c'est un cas d'école qui n'est pas du tout fini, et même, je dirais, qui n'est pas abouti. Pourquoi ? Parce que peut-être la volonté politique n'est pas suffisante, ou pas encore mûre. Je rejoins ce que on dit les maires ici, du courage. Car je dis, et je le dis à chaque fois, l'architecture ressemble à son commanditaire. Sans commanditaire, pardonnez-moi l'expression couillue, on n'a pas d'architecture qui fonctionne. Alors, je vais faire très vite un cas d'école sur le cas de Val Thorens. Je ne connaissais peut-être pas ou moins bien cette station, qui est pourtant celle qui est la plus haute d'Europe, 2300 mètres, et qui est une station créée ex-nihilo il y a 50 ans, dans les alpages. Ce n'est qu'une station de ski. Elle a l'avantage, alors pour ceux qui resituent, alors vous savez que la Savoie, on la reconnaît parce qu'elle ressemble à une poule. L'arc dessine la tête, et Mont-Saint-Maurice est en haut de la queue, pardon, la Tarentaise, hein. Ça termine sur Val d'Isère, et l'arc, la Maurienne, dessine le ventre. Alors, la vallée des Bellevilles, c'est les Reins, elle est au centre. Elle fait partie de ce complexe des trois vallées, Méribel, Courchevel, Val Thorens, et évidemment la commune de chef-lieu, c'est Saint-Martin-de-Belleville.
Pour zoomer, on est en fond de vallée, c'est un cul-de-sac, on est sous l'aiguille de Péclet, il n'y a pas de problème de neige pour le moment, mais comme toutes les stations, ils sont confrontés à cette reconversion. Qu'est-ce que c'est que l'après-ski? Parce qu'on ne peut pas baser ce développement économique qui est perfusé, vous l'avez dit, M. Vert, qui perfuse les stations, les skis, que par le ski. On a suivante. Et Val Thorens, vu l'été, eh ben, c'est pas terrible. Si vous y allez, c'est des routes et des grands aplats d'enrobés pour accueillir les voitures. C'est un problème. Et sachez que le SCOT de Savoie a validé l'idée d'une extension supplémentaire de 60 000 m² sur deux endroits qui s'appellent le plateau du Piard et qui sont ces deux poches en forme de papillon qui sont actuellement des stationnements. Comme je travaillais dans cette vallée, la Société d'aménagement de la Savoie m'a proposé de les accompagner dans le jury d'urbanisme, puisqu'il allait y avoir un concours d'urbanisme, autour de cette ZAC 2 qui construit 60 000 m², 60 000 m², dont 12 000 pour les saisonniers. Mais comment on va faire pour écrire un cahier des charges qui est basé sur un fonctionnement économique, un modèle qui fonctionne, que vont devenir ces bâtiments? Et donc j'ai proposé, en amont de ce cahier des charges, de mener une réflexion sur la mobilité. On a fait un groupe de travail qui a été dirigé par Claude Jay, la SAS, et deux autres personnes, une représentant des commerçants et des hébergeurs de Val Thorens, Mme Josserand, et Sébastien Eudes, le directeur de l'ECPR. Petit groupe de travail a commencé à réfléchir sur est-ce qu'on demande à ces urbanistes qui vont entrer en concours de faire des parkings qui montent jusqu'à Val Thorens, sachant qu'à Val Thorens, finalement, qui s'enorgueillit d'être une station de ski au pied, en fait, c'est la foire en bike, c'est la pagaille tous les week-ends, parce qu'il y a 22, 30 000, 35 000 personnes qui essayent de prendre leur voiture avec les enfants, les skis, les bagages et d'autres qui arrivent dans les mêmes conditions. Suivante. Donc l'hiver, évidemment, la neige, ça efface tout, ça gomme tout, c'est comme le sable. Vous voyez, vous êtes le seul qu'on fait une arrêt, mais le jour d'avant, il y avait un 4x4 ou des 4x4 qui venaient faire les oies. C'est pas vrai, la neige, ça gomme pas tout, puisque vous l'avez vu en été, suivante. Eh bien, c'est ça, c'est ce paysage-là. Alors, 2300 mètres, il n'y a pas d'arbres, très peu. Et comment faire pour que les gens aient envie de monter l'été, vivre à Val Thorens, et pas seulement les touristes, peut-être des gens qui travaillent. Donc on en a parlé, et ça c'est... J'aurais bien aimé qu'on développe les hôtels, parce que vous avez fait une analogie très très bonne tout à l'heure. Il va falloir réparer, l'architecte est un médecin, mais ça l'est depuis toujours, parce qu'on peut effectivement comparer le corps, le territoire à un corps, dans l'urbanisme. Un corps, c'est des organes, et c'est une infrastructure d'irrigation de ces organes. Nous, les mobilités, on va y venir. Alors, on a réfléchi, on a fait un diagnostic suivant. On va passer assez vite. Bon, quelques images qui vous rappellent à quoi ça ressemble. Même l'hiver, c'est quand même pas terrible. Il y a 68 cars de touristes qui montent à Val Thorens qu'il faut parquer et qui viennent soit de la gare de Moutier, soit qui viennent même de Belgique, de Flandre, etc. Et on a des voitures absolument partout dans cette station, avec une architecture de silo. Franchement, alors là, les collègues, c'est la déco, vous en conviendrez, parce qu'on fait croire que c'est autre chose que des voitures, mais non, c'est un silo de voiture. Et puis, suivante. Voilà, dans des rues bateaux, on a ce genre de fausses maisons d'habitation qui, en fait, cachent 5 niveaux de parking. Tout ça, ça totalise à peu près 800 à 1000 voitures. Donc, dans cet esprit de prospective, sachant que le maire était ouvert et que la personne de la SAS, on a dit, mais il ne faut pas réfléchir comme ça, c'est un peu ce que vous avez fait à Bourg-Saint-Maurice, il faut parquer les voitures plus bas. On sait très bien, en Savoie, qu'il y a eu le projet d'Aurel, qui a à moitié fonctionné, mais c'est aussi l'idée, alors pour ceux qui ne savent pas, Aurel, vous passez Fréjus, et au lieu de tourner et de revenir jusqu'à Albertville, vous pourriez monter à Val Thorens par ce qu'on appelle l'ascenseur alpin, mais c'est quand même une grosse infrastructure qu'on fait monter à 3000 avec des gens qui ont des valises et qui ne sont pas encore tenus de ski et les amener en station, on peut questionner le modèle, alors qu'à Val Thorens, il y a vraiment l'idée de dire tout ce trafic. Je vous rappelle que la population est multipliée par 20 pendant la saison. La vallée des Belleville, c'est 3600 habitants. Et quand il y a le ski, c'est entre 22 000 et 35 000. C'est multiplié par 20. Donc on a réfléchi, évidemment,
Ce qui est crucial dans nos métiers, vous savez, c'est l'usage. Tout part de l'usage. L'usage, c'est les contraintes, c'est la ressource, c'est l'énergie. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces familles qui viennent prendre leur ski, etc. Et on a réfléchi, alors ça c'était l'appel à projet, on va passer, merci. Voilà, je vous montre ce plan, c'est important. Val Thorens, c'est les immeubles en noir. En bleu, ce sont les zones où on va dire aux urbanistes, bah, vous pouvez créer des immeubles, mais sur ces gros immeubles noirs, là, vous en avez 4-5, c'est du stationnement. Et il y a une épine dorsale qui est un transport par câble qui s'appelle le téléphérique du Caron. Alors ce qu'on a proposé, c'est de dire, mais pourquoi cette épine dorsale qui existe ne serait pas un transport câblé qui amène par un virage en contrebas tous les gens dans la station, et on vire les voitures. Travail de prospective, adhésion du directeur du CPA. Alors le CPA, c'est le bâtiment rond, tout le monde connaît, qui fait par Taillefer, je crois, qui est une réussite à ce projet. Et on l'a développé en disant, mais quelle forme ça peut avoir? Suivante. On va avancer. Encore, merci. Donc l'idée, c'était de dire, construire un centre logistique multimodal qui permette aux gens de libérer leur voiture et partir en câble jusqu'à leur hébergement. Ça veut quand même dire qu'il faut prévoir des navettes, parce que, évidemment, les lits d'hôtel, c'est des draps, c'est de la bouffe, c'est des gens qui ont des valises. Donc on a réfléchi à l'organisation. Et puis, c'est bien, le multimodal pouvait aussi devenir une entrée. Hein, puisque ici, pour le coup, Val Thorens, c'est une notion d'entrée, puisqu'on est encore dans le parc d'attractions pour un certain temps. Suivant. Il y a un exemple que je cite qui marche bien, vous le connaissez, c'est Zermatt. À Zermatt, vous êtes obligé de laisser votre voiture, vous prenez le train. Et lorsque vous êtes dans le village de Zermatt, les hôteliers viennent vous chercher en calèche sur une petite voiture électrique. Oui, donc il n'y a pas de voiture dans le village. C'est le système suisse que vous citiez, monsieur le maire, qui est avancé, mais parce qu'en termes d'économique, ça fait longtemps qu'ils gèrent différemment leur tissu d'infrastructure, les Suisses. Donc il ne s'agissait pas de faire la même chose, on va faire la gare de Zermatt à Moutier, on ne peut pas à quel endroit on va le mettre à peu près entre les Ménuires et Val Thorens. Pourquoi? Parce que le maire m'a dit, là, il y a un énorme remblai, lorsqu'on a fait le village Caron, et on pourrait le mettre ici. Alors, on a fait ça, on a proposé que tout ce qui était parking, ces grosses boîtes de chaussures de 12 mètres de haut, viennent rejoindre le projet de cette gare multimodale, libérer complètement Val Thorens des boîtes de chaussures et d'intégrer de nouveaux besoins pour la future ZAC de 68 mètres. Au total, 3000 places, plus une gare routière d'à peu près 68 bus. Suivante. Donc on a évidemment réfléchi avec les restaurateurs comment ça peut marcher concrètement. Est-ce qu'on prend tout le monde en charge et les consignes et ensuite qu'est-ce qu'on fait? Les gens des valises, les gamins, il faut des navettes spéciales parce que la CETAM a été approchée dans cette analyse, mais elle est restée très en dehors. Malheureusement, je pense que c'est un acteur clé de ce genre de réflexion, vous l'avez abordé. Mais l'idée, c'était la suivante. Alors, je vais zoomer, hein, parce qu'il y a la question des arrivées des gens et des départs, et c'est ce genre de réflexion qu'il faut mener. Suivante. Les arrivées, alors Val Thorens, c'est le rond du haut. La gare multimodale qu'on propose de faire, très en aval, et qui est reliée à Val Thorens par un télécabine existant, c'est de collecter toutes les voitures. Alors ceci dit, on permet aux bus qui arrivent de Moutier ou d'ailleurs en Angleterre, ou qui prennent les gens à la gare de Chambéry, de déposer les gens à Val Thorens. Les bus redescendent se garer dans la gare antimodale. Pareil pour les voitures, alors que ce soit des voitures de vacanciers pour une semaine ou à la journée, on collecte et on vient mettre toutes les voitures dans ce trajet-là. Les chauffeurs remontent par transport, par câble. Et les gens, lorsqu'ils repartent, suivante, eh bien, soit ils descendent à ski chercher leur voiture, soit ils descendent en navette chercher leur voiture, soit ils descendent par télécabine dans leur voiture. Et l'idée, c'est donc de complètement soulager le village de Val Thorens de ces voitures, plus de parc. Alors, à quoi ça peut ressembler? 3000, un parking de 3000 voitures dans la nature, dans nos montagnes. Le virage Caron, vous voyez, si pour ceux qui connaissent l'Alto, je vais vous montrer des photos du site, c'est un parking de bus, un énorme remblai qui donne sur le deux ronds de Belleville,
avant de monter les lacets, et on grimpe encore 300 mètres jusqu'à ici. Ça, c'est le plateau qui va être urbanisé. Alors nous, on s'est dit, écoutez, vous avez fait un immense remblai dégueulasse, on va le rendre beaucoup plus intégré, et on va mettre les voitures dessous. Alors ça, c'est la route, quand vous arrivez à Volto, il y a un pare-bloc qui est connu ici, et ce remblai, vous voyez, c'est tout ça. Ça, c'est l'aiguille de Péclet. On va zoomer, merci. Vous voyez, c'est pas terrible, parce que dans les impacts architecturaux, il y a aussi des impacts de génie civil qu'on oublie un peu trop. Et c'était d'y dire, on va faire d'une pierre deux coups, cette contrainte, on va finalement la végétaliser et on va mettre en dessous des voitures. Le premier croquis qu'on a fait, c'était de réfléchir sur cette intégration. Il y a une tradition quand même dans le pays de montagne, et en Savoie on est garni, c'est que les militaires, dans la vallée de Tarentaise et de Maurienne notamment, ont su intégrer leur fort. Et si je vous conseille d'aller à la Varizelle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des modèles qui ont plus de 100 ans, 150 ans, l'armée, quand elle veut s'intégrer, elle sait parfaitement faire. Il se trouve qu'on a travaillé sur ces forts, donc on a proposé ce genre de réflexion. Pour moi, c'est un processus, comment on allie le génie civil à l'architecture, en gardant les contraintes réglementaires. Un parking, il faut qu'il soit très ventilé. Sinon, c'est une usine à gaz des cheminées. S'il est très ventilé, les façades sont à moins de 75 mètres, etc. C'est l'architecture. Mes consoeurs et mes confrères connaissent très bien ça. Et du coup, ça commence à prendre forme. Et on a modélisé le projet. Alors l'idée, c'était que la seule émergence architecturale, c'est la gare intermodale entre les bus et les voitures. Et là, on fait une architecture complètement transparence. C'est un quai. Les gens prennent leur forfait, laissent éventuellement des éléments de consigne, peuvent regarder les journaux, les infos sur la vallée, etc. Et petit à petit, alors voilà le projet, c'est, vous voyez, de revenir remplir le remblai par des couches de niveaux successifs. On a bossé avec les ingénieurs de génie civil pour qu'il soit stable, parce qu'évidemment, la montagne, ça bouge, on connaît tout ça. Et tout ça, c'est végétalisé, plus une voiture visible. Qu'est-ce que ça donne en élévation? Alors en plan, c'est des plots qui respirent. Il y a bien entendu toute la logique d'escalier, etc. La partie bleue, c'est la collecte. Et dans la partie bleue, en fait, elle fonctionne un peu comme une dépose. Vous pouvez descendre de votre car, attendre votre car, rentrer par une rampe dans le plot qui vous est assigné, etc. Et vous avez 6, 7 niveaux, tout ça c'est dans la pente. La gare bus resterait aérienne, c'est compliqué de faire des bus dans des silos. Et on a la navette juste à côté. Alors voilà, on est resté à l'ébauche d'une modélisation. Tout ça est entièrement végétalisé. Voilà, Airbus. Là, c'est une hypothèse où on pourrait montrer que si on voulait, dans ces histoires de remblai, on pourrait créer des niveaux supplémentaires. Voilà, et on a une intégration d'un bâtiment qui a fait des fortins de voitures, naturellement végétalisé, naturellement ventilé, qui permet à la fois de signifier l'entrée dans la station et de laisser toutes les voitures. Je crois que c'est la dernière, il y a une maquette, et je voudrais terminer juste quelques images comme ça au sol, où les montagnes sont derrière, c'est une étude. Mon travail aussi en maquette, c'est toujours intéressant pour montrer que ce type de construction peut s'intégrer. Alors évidemment, vous allez dire, oui, c'est du génie civil, on crée du béton, mais on évite à tous les urbanistes qui font 60 000 lits de créer leur propre parking là-haut, qui vont surélever leurs immeubles de 2 étages. Pourquoi? Parce que, vous l'avez dit, il y a une histoire d'homme en carbone. La neige efface tout, mais l'été, si vous voulez venir en résidence ou faire du VTT, etc., vous avez plutôt envie d'être en contact avec le sol, d'être au-dessus d'un parking. Donc c'était cette idée-là qu'on a mûri avec le groupe de travail. Malheureusement, le Covid est arrivé, et ça s'est arrêté. Alors on est, bien entendu, vous avez posé la question du chiffrage, on est sur des dizaines de millions d'euros, mais qui étaient totalement finançables avec les acteurs que sont les directions de la montée mécanique, qui sont, je pense, pas à plaindre. Et c'est tout travail qui n'a pas pu être poussé. J'avais Claude Gé au téléphone il y a 3 jours pour lui demander si j'étais autorisé à parler de cette prospective. Il m'a dit, mais bien sûr, il n'y a aucun souci. Et très certainement, si on se reposait la question aujourd'hui, on irait plus loin. Voilà. Merci de votre attention.